a black mafia. Half a million without the FBI. FBI keep bringing them all FBI. Fucking baby Illuminati. DEA and the FBI. Can't see. Fucking baby. Spectre c'est ça. Yes Massive, c'est Spectre qui est FBB pour FBI Fucking Baby International, le tour du monde. Allez, retour déjà, big up pour tous vos commentaires sur la vidéo sur Rof. Est-ce que Rof est aveuglé par la haine? Je crois qu'on est genre vers les 700 commentaires là en une semaine, donc ça fait super plaisir. Je tiens à préciser que entre temps dans les commentaires, puisque je lis tous vos commentaires, il y a quelqu'un qui m'a bien précisé la raison pour laquelle il était allé dans la boutique, et c'était parce que Papis, un des vendeurs, avait mis son adresse sur Twitter. Je connaissais cette version, mais il n'y avait pas vraiment de preuves qui tournaient beaucoup. Là, on m'a montré la preuve, donc effectivement, ce serait une explication de pourquoi il est allé dans le magasin et il avait une raison du coup d'être fâché envers Papis. Ça ne justifie pas le fait de le taper de dos, ni à 6, ni d'aller en prison pour ça. En vrai, ça reste assez bête comme réaction, mais j'aime être précis et complet, donc je tiens à le préciser dans cette vidéo où nous allons parler d'un autre clash américain, cette fois un peu moins connu parce que il n'y a pas eu vraiment de clash comme Wesh Joulette avec des noms etc énervés, mais un clash qui est passé un petit peu sous le radar des gens en Europe et parfois même en Amérique parce que c'était très subliminal. Je parle bien sûr de Drake versus Kendrick Lamar. Ces deux artistes qu'on compare beaucoup parce que c'est un peu le yin et le yang des numéros 1 en Amérique actuellement. Effectivement, c'est les deux dans leur génération qui, je crois, vendent le plus et de façon la plus régulière quand ils sortent des projets. En tout cas, donc c'est un très très gros sujet. Mais avant, j'ai envie de les présenter chacun rapidement. Drake, en gros, c'est le plus gros vendeur du game rap US depuis 2009 de sa génération. Il y a peut-être Eminem, mais Eminem, bon, pour les raisons qu'on sait, oui, sa couleur de peau et plein d'autres trucs, c'est un peu normal qu'ils vendent, pas normal, mais en tout cas c'est un peu une anomalie dans le rap game quand on parle des ventes, etc. Mais si on parle de Drake, depuis 2009, dès qu'ils sont en album, l'album est numéro 1, platine, milliards de streams, etc. Donc c'est un peu le numéro 1 incontestable niveau commercial. Et en parlant de commercial, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est juste un rappeur commercial, qui a besoin de ghostwriter pour avoir des textes, etc. Donc ça, c'est les gens qui restent en surface, 2 souvent qui parlent pas anglais, et 3 qui connaissent pas vraiment le rap, le game, ni sa discographie, ni son histoire qui disent ça. Après, ceux qui veulent continuer à penser ça, il n'y a pas de souci, mais la vérité est que Drake, depuis 2009, quand il n'était pas connu dans le rap game, c'est un gars qui a des punchlines de ouf. C'est un gars qui a des concepts de ouf. C'est un gars qui allait en studio. Tous les artistes le voyaient écrire ses sons. Quand il était avec Lil Wayne, il n'y avait pas de ghostwriter, tu vois. Sinon, Lil Wayne aurait vu qu'il y avait un ghostwriter. Il écrit pour des gens. Par exemple, son Back and Not Nice, qui est un peu son vigile, a sorti un son qui s'appelait Live Up to My Name. Et moi, je kiffe le son et tout. Et je me dis, mais putain, c'est ouf que Missy soit pas un chanteur, qui soit arrivé direct avec un son aussi efficace. Et en fait, la référence track, c'est ce qu'un artiste pose pour montrer à un artiste comment chanter le son. C'est comme ça qu'on appelle ça, on appelle ça une référence track. Et la référence track de Drake est sortie. Donc en fait, Drake écrit littéralement pour les gens. Donc pensez que Drake n'écrit pas ses sons, c'est ni ses lyrics. Par exemple, ses sons à punchline comme Lord Knows, 9 AM in Dallas, 6 PM in New York, Dream Money Can Buy. C'est des sons que, voilà, je vous cite là, il y a peut-être beaucoup de gens qui connaissent pas, mais c'est là que tu vois le vrai niveau d'un artiste comme Drake. Et c'est pas, on n'est pas là en mode Drake est number one parce qu'il a fait Started from the Bottom et Hotline Bling. Kendrick Lamar, c'est son némésis. C'est-à-dire que c'est un gars, il vend. Alors, il vend moins que Drake, mais entre les ventes de Drake et les ventes de tout le reste, il y a un énorme trou. Donc, mais en vrai, ça reste un très bon vendeur aussi, Kendrick Lamar. Et pourquoi c'est un peu son young? C'est parce que Kendrick Lamar, lui, c'est un rappeur très conscient. Alors, Drake va faire des sons d'amour ou des sons commerciaux comme One Dance, comme Controlla, et on va se baser que sur ça. Kendrick Lamar, même quand il fait un son commercial, entre guillemets, club, comme Drink, qui est son premier hit solo, il y a un message derrière Drink. Bitch Don't Kill My Vibe, ça a fonctionné dans les charts, etc. Mais il y a un message derrière ça. Et c'est pour ça que les gens, tu sais, les puristes, c'est les gens qui, ouais, mais le hip-hop, c'est machin, c'est des messages conscients, rap, ça veut dire rhythm and poetry. C'est faux, en plus, ça ne veut pas dire ça. Mais bon, bref.
Les gens comme ça sur Internet, ils auront tendance à dire Kendrick Lamar, mais il plie Drake, Drake c'est un bourgeois, machin, etc., etc. Mais c'est pas des gens qui écoutent les textes et qui connaissent la culture. Ils répètent juste ce qu'ils ont vu sur Internet. Mais la vérité, c'est que quand les connaisseurs de rap écoutent Drake, il y en a qui disent franchement, moi, j'aime pas parce que c'est trop commercial, c'est trop sensible, machin, je préfère le gangsta rap, tout, ta. Mais les vrais connaisseurs vont dire, mais il est fort. C'est-à-dire que tu peux dire ce que tu veux, ça c'est un gars, il est super fort. Kendrick, cependant, incontestable. Il a 2 classiques instantanés, si on parle de Good Kid, Mad City et To Pimp a Butterfly. Même Damn, c'est un très très bon album. Pour moi, il a le meilleur son rap de la décennie qui est Sing About Me, I'm Dying of Thirst. Bref, je peux même pas revenir sur toute sa discographie. Kendrick, super fort. C'est-à-dire que si Drake ne vendait pas autant chaque année depuis 10 ans et ne donnait pas des hits à tout le monde, machin, et n'était pas incontestable niveau chiffres, Kendrick Lamar serait le number 1. Mais comme Drake existe, Kendrick Lamar est soit numéro 2, soit numéro 1 bis, on va dire. Maintenant que je les ai placés, je vais parler de ce clash, de ce beef qui les sépare du coup maintenant depuis environ 7 ans. Et qui fait que ils sont vraiment pas, je pense, en super terme, même si bon, il n'y a pas vraiment de guerre ouverte. Tout d'abord, on va repartir en 2011. Donc 2011, Drake a déjà un buzz de ouf. Je crois qu'il a déjà sorti son premier album, album numéro 1. Il a vendu genre 500 000 en première semaine. Il continue à sortir des hits tout le temps. Donc voilà, c'est un big artiste. Kendrick est en train de se faire un buzz. C'est-à-dire qu'il a déjà sorti Kendrick Lamar EP et Kendrick Lamar OD, qui sont ses premiers projets dont on a vraiment parlé. On avait sûrement déjà sorti avant, mais ce sont les premiers projets dont on a vraiment parlé. Et il se prépare à sortir son premier album indépendant qui est Section 80, qui est un big classique. Et Drake est la première personne hors du camp de Kendrick Lamar à avoir entendu cet album. C'est très surprenant parce que Kendrick Lamar, il habite à Los Angeles, Drake habite au Canada, donc tu vois, c'est pas des potes. C'est juste que Drake écoute vraiment ce qui mange tout le temps dans le game. C'est pour ça qu'il a repéré les Migos avant beaucoup de gens, qu'il a repéré I Love Myconen avant beaucoup de gens, parce que le gars, il suit vraiment ce qui se passe. Et dès 2011, il a dit à Kendrick, enfin, il parle à Kendrick, il a montré un DM à eux à l'ancienne, il est en mode nostalgie, où il dit, je vais vous afficher le DM, où il dit à Kendrick, lui envoie un message, il lui dit, yo, qu'est-ce qui bouge? Drake lui répond, yo, tranquille, et toi? Et il lui dit, je travaille sur mon album Section 80. Et Drake lui dit, ah ouais, cool, ben après les BET Awards, je vais passer te check, je vais vous montrer le DM. Et là, Drake a été le premier à écouter Section 80, alors que c'était un très big artiste déjà et que Kendrick Lamar n'était pas connu. Donc, ils avaient une très bonne relation, en tout cas cordiale, entre artistes connus et qui est en train de faire son buzz. Toujours en 2011, Drake invite Kendrick Lamar sur son deuxième album, Take Care. C'est important de dire ça parce que Kendrick a un son solo sur l'album de Drake. C'est-à-dire que ça n'existe quasiment pas. Pour comparer, c'est comme si Booba, au moment de Westside, avait donné à Kennedy, pas Kennedy Lazoukeuse, Kennedy le rappeur, lui avait donné un son solo sur son album. C'est comme si, ou bien à Cynic sur son album, si on oublie les histoires de clash. Pour donner une idée locale, c'est comme si Kalash, sur son album, donnait un son solo à Meryl ou à Titoff. C'est à peu près le même délire. Donc c'est quand même assez big. Kendrick, à ce moment-là, comme je vous dis, il a 0 tube. Il est connu des gens vraiment qui suivent. Moi, je connaissais déjà Kendrick, puisque je suis le game depuis très longtemps. Et il y a beaucoup de gens qui ont découvert Kendrick, ou entendu la voix de Kendrick pour la première fois, sur ce son-là. Parce que Drake, à ce moment-là, il vend des 800 000 albums, et c'est le petit chouchou du rap game. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont découvert Kendrick via ça. Et dans ce son, ce qui est intéressant, c'est que Kendrick exprime déjà le fait qu'il est impatient d'avoir autant de succès que Drake. Le son s'appelle Buried Alive Interlude. C'est un très très beau son. Il dit des trucs du genre He said he was the same age as myself and it made me more impatient. Donc en gros, quand Drake lui a dit qu'il avait le même âge que lui, ça l'a rendu impatient d'être aussi big que Drake. Lui aussi, à un moment, il dit « Blame it on Mr. OVOXO ». En mode Mr. OVOXO, c'est Drake. Et il dit « Vous pouvez blâmer Drake si maintenant, moi, je veux autant de succès que lui, je veux la même chose, je veux les femmes, je veux l'argent, je veux le succès, etc. » Très, très bon son, très introspectif. Toujours dans la même veine, Drake, après ça, invite Kendrick Lamar sur sa tournée Club Paradise avec A$AP Rocky. À ce moment-là, Kendrick n'a toujours pas de son ou d'album en major. Il a déjà signé, je crois, Interscope, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas,
il n'a pas sorti Good Kid, Mad City, il n'a pas sorti de single, rien du tout. C'est vraiment un artiste, un big artiste en devenir. C'est-à-dire que les connaisseurs connaissent, il a déjà un bon buzz, mais il est toujours pas connu. Et Drake l'invite quand même en tournée avec A$AP Rocky. Pourquoi je replace ça? C'est pour vraiment montrer que là, on n'est pas... C'est pas Drake. Drake fait ça souvent, tu vois. Il fait un feat avec des artistes qui buzzent pour surfer un peu sur leur buzz, pour rester hot. Jay-Z faisait ça aussi à l'époque. Kanye West, c'est le gigantesque poste de faire ça. Mais là, Drake ne surfe pas vraiment sur la vague de Kendrick parce que Kendrick n'a même pas de gros single en fait. Et l'invité sur sa tournée, c'est plus aider Kendrick qu'aider Drake parce que frère, les gens ne vont pas venir au concert de Drake pour voir Kendrick. Et si ça se trouve, Kendrick, dans 2 ans, il sera même plus connu. Ça se trouve, son premier album allait faire un flop, etc. Donc, Drake était vraiment dans une logique de l'aider, selon moi. Tu vois, même si, bien sûr, ça fait un peu big bro, regardez-moi, j'invite les nouveaux rappeurs et tout, je suis gentil, je suis pour la culture. Mais je pense que derrière ça, il y avait vraiment un truc de, allez, mon cabas ici en force. Je lui donne la force, pour ceux qui ne parlent pas créole, excusez-moi. Et on continue dans cette aide, quand lors de son premier album, Good Kid, Mad City, il invite Drake sur Poetic Justice et Drake vient avec lui. Ce qui veut dire qu'il est présent sur l'album de Drake et Drake est venu sur son album pour poser le son Poetic Justice qui est un single que j'aime beaucoup avec un sample de Janet Jackson. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait partie, je pense, des 10 plus gros tubes de Kendrick Lamar. Et c'est le 2e plus gros tube de l'album Good Kid, Mad City. Donc c'est vraiment un très gros coup de pouce encore une fois. C'est-à-dire que Poetic Justice, tu le retires du catalogue de Drake, ça change rien à la vie de Drake. Mais Poetic Justice est quand même un son à ce moment-là important pour Kendrick Lamar, même si ça reste un single d'amour, machin, etc. C'est un son que j'aime beaucoup jusqu'à maintenant et qui est important dans la carrière de Kendrick, quoi. Et c'est en 2013 que ça va devenir un peu plus corsé. Je me souviens vraiment de ce jour où Big Sean sort le son Control en featuring avec Jay Electronica et du coup Kendrick Lamar. Je me souviens où j'étais, je passais un entretien pour, même pas un entretien, genre un examen. Je voulais un petit taf pour acheter ma voiture, je me souviens à l'époque. Je me souviens où j'étais, frère. J'étais là où il y a à côté de là où il y a la boîte, le rooftop en Martinique et je captais ça avec mon petit portable et tout machin. Je me souviens où j'étais tellement quand Control est sorti, le temps s'est arrêté, genre. Pourquoi? Pour ceux qui ne savent pas, Control, comme je le disais, c'est même pas un single, c'est un son leaké que Big Sean a sorti comme ça, en featuring avec Kendrick Lamar et Jay Electronica. Et tout le monde a retenu que le couplet de Kendrick. Pourquoi? Parce que dans le couplet de Kendrick, il nomme tous les artistes qui buzzent à ce moment-là et qui sont des lyricistes et leur dit vous pouvez avoir du buzz, on peut être en bon terme, mais sur le micro, je veux vous tuer, je veux vous détruire, je veux que votre fanbase ne soit plus sur vous, machin. Et ils disent genre, that goes for Jermaine Cole, Big Crit, Wale, Tyler, the Creator, Mac Miller, Drake. Enfin, ils citent tous les gars, tous les rappeurs qui buzzent à ce moment-là, qui sont des lyricistes, et il dit, les gars, je veux vous tuer au micro. Et franchement, ce son-là a choqué le rap. C'est après ce couplet-là, aucun couplet n'a arrêté le temps autant dans le rap game depuis. Franchement, Kendrick, il a tellement vexé des rappeurs que même J. Cole, avec qui il est proche quand même, à un moment J. Cole voulait le signer, il devait faire un album, jusqu'à maintenant on attend leur soi-disant album en commun qui n'arrivera jamais, je tiens à vous le dire. Même J. Cole a dit dans une interview, j'ai dû le check et lui dire, yo, on est cool, ça va, enfin, il n'y a pas de problème entre nous, machin. Tellement le couplet était énervé. C'est tellement le couplet était énervé, les rappeurs, ils étaient chauds, quoi. Et même Big Sean a échangé des pics avec Kendrick Lamar pendant des années, même s'ils vont nier, machin, mais frère, on a des oreilles, on n'est pas con. Pendant des années, ils vont échanger des pics par rapport à ce son, alors que frère, c'est ton son, Big Sean. Ça, c'est ouf, c'est-à-dire que tellement l'impact du son était ouf, ça a retourné le cerveau de Big Sean qui a commencé à diss Kendrick Lamar. C'est terrible. Mais nous parlons de Drake. Et Drake, on attendait sa réaction vraiment, puisque Drake, c'était jusqu'à maintenant, c'est un peu le rappeur alpha du game. Et il dit dans une interview pour Billboard, je traduis pour vous, c'est très ambitieux de sa part, mais je sais très bien que Kendrick ne me tue nulle part. Si l'occasion se présente, on reviendra sur le sujet. Donc tu sens le côté, parce que Drake est très compétitif. C'est-à-dire que vous voyez Drake, le gentil rappeur, chabin, machin, juif, Drake est super méga compétitif. Drake déteste perdre, déteste quand il y a quelqu'un qui est un petit peu à son niveau. Il aime la compétition, mais quand je dis déteste, c'est-à-dire que ça le titille beaucoup. Et tu sens que ce couplet,
autant que ça a blessé tous les autres rappeurs, il y a même des rappeurs qui n'ont pas du tout été nommés, qui ont répondu, alors que les gars, on vous parle pas. Joe Budden a répondu, Joel Ortiz a répondu, Papoose a répondu, les gars, on vous parle pas. C'était ridicule. Mais en tout cas, Drake, il a répondu comme ça en disant, les gars, Kendrick, ne me tue pas, arrêtez vos trucs. Puisqu'il dit dans le son, il dit, I'm trying to murder you niggas. En gros, j'essaie de vous tuer à tous les gars qu'il a cités. Et Drake ne va pas s'arrêter à cette interview. Puisque encore dans un album qui est sorti après, donc Nothing Was The Same, qui est son 3e album du coup, dans le son The Language, très bon son, il dit, donc le son commence comme ça, I don't know why they be lying, but your shit is not as inspiring. Et ça veut dire, je ne sais pas pourquoi les gens mentent, mais tes sons ne sont pas si inspirants. En gros, il parle des sons de Kendrick Lamar, puisque tout le monde fait, après Good Kid Mad City, puisque là, le premier album du coup est sorti, Good Kid Mad City, et classique instantané, le concept est ouf, très très bon album, et Drake, il dismiss ça en mode, frère, je sais pas pourquoi les gens mentent, en gros, t'es pas si ouf que ça, tu vois, et il dit d'autres trucs dans le son, il dit, fucking a nigga that talking that shit to get a reaction, et ça veut dire, fuck tous ces gars qui blablatent juste pour obtenir une réaction du peuple. En gros, ces gars qui sortent des couplets, du coup le couplet de Control, pour créer un buzz et faire les gens parler. Donc là, il parle très clairement de Kendrick. Il dit I don't know who you're referring to, who is this nigga you heard about. Et en gros, ça veut dire, je sais même pas qui est ce gars de qui vous parlez. En gros, il sait très bien c'est qui Kendrick Lamar, mais il considère tellement Kendrick Lamar comme un petit, puisqu'au final, Kendrick Lamar, c'est son petit qui l'aidait à entrer vraiment dans le game, etc. Mais qui a pété. Et qui au final a fait ce couplet Control et je pense que Drake l'a très 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 mal pris et voilà, donc il fait ce son dans Language qui est vraiment lourd et il dit en gros que frère Kendrick poto, je suis ton big bro, arrête tes trucs quoi. Mais tout ça reste assez flou, les gens peuvent encore faire genre ouais on sait pas de qui il parle, etc. Jusqu'au moment où au BET Hip Hop Awards, donc les BET Hip Hop Awards, c'est la version plus rap des BET Awards où il y a ce qu'on appelle les cyphers. Les cyphers légendaires où les gars venaient à 3 ou 4 et ils faisaient des gros freestyles. Il y a eu Nicki Minaj avec Joe Budden et je sais plus qui. Il y a eu le label de Kanye West avec Kanye West, Big Sean, Pusha T. Il y a eu le label d'Eminem. Donc voilà, il y a de très 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 gros freestyles. Et là justement, il y a le label TDE, qui est le label de Kendrick Lamar, et qui vient faire un freestyle. Donc il y a Schoolboy Q, il y a Isaiah Rashad, et il y a Absol, je crois si je ne me trompe pas, et Kendrick arrive et il termine en tant que superstar du label. Et là il fait un couplet de ouf, comme d'hab, et à un moment il te sort Nothing was the same when I dropped control and took a sensitive ass rapper back in these pyjama clothes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus rien n'a été pareil depuis que j'ai sorti le son Control, donc son couplet sur le son Control, et que j'ai renvoyé un rappeur sensible dans son pyjama. Donc Nothing Was The Same, plus rien n'était pareil, et Nothing Was The Same qui est aussi le titre de l'album de Drake. Donc là, il fait une référence directe à Drake en disant ça. Donc là, et surtout rappeur sensible, on dit tout le temps ça en parlant de Drake, donc c'est évident qu'il clash Drake dans ce son. Donc jusque là, si tu sais pas, t'es pas obligé de savoir. Si tu suis pas le game, bon machin. Mais si tu vois ce contrôle-là, ce couplet-là, ce freestyle-là, et que tu entends Nothing Was The Same, Sensitive Rapper, et que tu comprends pas qu'il parle de Drake, c'est que là, tu voulais plus comprendre qu'il parlait de Drake. Et là, ça fait un choc dans le game. Oh mon Dieu, Et Drake, sur un remix d'un son avec Future, qui s'appelle Shit, il dit I think you talk about your city like you run there. But I come here on tour, you're my son there. C'est-à-dire, en gros, tu fais comme si tu parles de ta ville, comme si tu contrôles le bail, en parlant de Kendrick Lamar, puisque Kendrick Lamar, maintenant, il commence à vraiment être un très big rappeur. Et Drake dit, moi, je suis venu dans ta ville en tournée et tu es mon enfant ici. C'est-à-dire que moi, je suis un big rappeur, quel que soit l'endroit où je vais, même dans ta ville. Tu vois, il dit aussi, si tu dis mon nom, tu buzzes. Si je dis ton nom, tu buzzes. Ouais, si tu dis mon nom, tu buzzes, et si je dis ton nom, tu buzzes aussi. Donc, je perds pas mon temps sur les gossips. En gros, Drake comprend très bien que si il rentre en clash avec Kendrick Lamar, c'est Kendrick Lamar qui est gagnant, qu'il gagne ou qu'il perde. Donc, il est dans une position bizarre. Il dit dans une interview pour Vibe, le magazine Vibe, il dit également, je vois bien qu'on essaie de m'attirer dans un clash et je ne vais pas tomber dedans. Michael Jordan n'a pas besoin de jouer des petits 1 contre 1 pour prouver qu'il est fort. Donc, encore une fois, il se place en tant que Michael Jordan et il dit, les gars, je suis à mon 3e album number 1, platinum, match, etc.
et vous voulez me mettre en compétition avec un gars qui a sorti un seul album qui a eu du succès. Non, non, tu vois. Donc, en gros, il comprend qu'il a il est en danger parce qu'il peut, même s'il gagne pas, en fait. En fait, même s'il gagne, il a rien à gagner. Et s'il perd, ben, il perd fort. Et c'est ça qu'il a oublié d'ailleurs quand il a clashé Pusha T. Pusha T, sa carrière, en vrai, c'est un excellent rappeur. Un rappeur très important, lyriciste, machin. Mais la carrière de Pusha T, elle est éteinte depuis longtemps. C'est-à-dire que sans Kanye West, Pusha T n'a plus de carrière depuis longtemps. Et Drake, mais en fait, ça titille tellement Drake que Pusha T le clash encore et encore et encore depuis 20 ans. Enfin, pas 20 ans, depuis 10 ans. Il a dit, non, vas-y, c'est bon, je lui réponds. Et c'est l'erreur qu'il n'aurait pas dû faire. Et c'est l'erreur qu'il a évité de faire, du coup, avec Kendrick Lamar. Soudain, à son festival, le OVO Fest, qu'il fait chaque année au Canada, Drake big up Kendrick. Je crois que c'est un an après ça. Il big up Kendrick et J. Cole. Il dit qu'il y a 3 kings dans le game. C'est J. Cole, Kendrick et Drake. Donc, on s'est dit, ah ben du coup, ça va. Si Drake le big up sur scène et tout machin, tout va bien. Kendrick s'en fout complètement. Complètement, c'est-à-dire que dans un son qui sort 2 mois après, je ne sais pas si le son était déjà enregistré ou pas, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais Drake, dans le son The Language, dont je vous parlais avant, il disait « I am the kid with the motor mouth, I am the one you should worry about. Je suis le mec qui a la motor mouth. I am the one you should worry about. » Ça veut dire c'est de moi que vous devriez vous soucier et pas de ces autres négros. Motor mouth, ça veut dire c'est quand tu babilles le vrai, avec le rap t'es vraiment fort, etc. Et Kendrick arrive dans un son, je crois que c'est en featuring avec J-Rock, il dit je ressuscite ma vengeance et je dissecte ta motor mouth jusqu'à en briser le moteur. Pour jouer motor mouth, engine, moteur, enfin. Il fait un jeu de mots pour dire, poto, tu peux être the kid with the motor mouth, moi je te fais du sale, c'est tout. Tu vois, donc Kendrick, je ne sais pas si le son était déjà enregistré ou pas, mais en tout cas, ça sort 2 mois après que Drake ait essayé de faire la paix sur scène. En 2015, du coup, Drake sort son projet If You're Reading This Is Too Late. Et dedans, il a un lyrics où il dit ils diront ton nom dans leur morceau et te diront ensuite en privé, c'est que du rap, bro. Donc, c'est dans une interview qu'il donnait, je sais plus pour quel magazine, où il disait que au VMAs, après leurs échanges, notamment celui sur Control, il a croisé Kendrick et qu'il a pas trouvé que l'énergie de Kendrick était si belliqueuse que ça. Donc, qui comprend pas comment tu arrives sur un couplet et tu dis I'm trying to murder you niggas, je vais vous tuer, c'est moi le meilleur, nanana. Il dit le nom de tout le monde et puis que quand il le croise, ben c'est pas, il a pas la même énergie. Après, Kendrick, il a pas dit dans le son je suis le plus gros thug et quand on va se voir, je vais vous gifler. Mais je pense que l'énergie vraiment que les rappeurs ont ressenti dans ce couplet-là, parce que c'est tellement rare dans le rap game. Franchement, les gens, ils l'ont mal vécu. Ils l'ont très, très mal vécu, que ce soit J. Cole, Drake. Ça ne m'étonnerait pas justement que ce soit peut-être l'une des raisons pour lesquelles on n'ait pas eu au final le projet commun Kendrick, J. Cole. Je pense que ça a vraiment créé pas une grosse distance, parce que jusqu'à maintenant, ils sont cool, ils se big up et tout. Mais je pense que ça a créé une petite distance entre eux. Toujours en 2015, cette fois en mars, ça devient très, très intéressant. Kendrick dit sur son single King Kunta, que je pense que vous avez déjà entendu si vous suivez un peu le rap. Bitch, when you and I was walking, now and again and a hard time for the King Kunta. Ce sont super bad. Mais à un moment, il dit I can dig rapping, but a rapper with a ghostwriter. What the fuck happened? Oh no! Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rap c'est cool, mais un rappeur avec un ghostwriter, comment ça a pu arriver? Et il dit ça en mars. Avant que Meek Mill, parce que c'est Meek Mill qui a révélé l'info comme quoi Drake a un ghostwriter. C'est Meek Mill qui a révélé ça sur Twitter. Il a dit ne me comparez pas à Drake, alors que personne ne l'a jamais comparé à Drake. Meek Mill, calme-toi. Ne me comparez pas à Drake. Il écrit pas ses sons. C'est Quentin Miller qui écrivait ses sons et on a découvert ça et c'est pour ça qu'il n'a pas partagé mon album quand il est sorti. En gros, tu fais tout ça parce qu'on n'a pas partagé ton album quand il est sorti. Meek Mill, tu es un peu une gamine. Bref, c'est pas ça le sujet. Mais Kendrick Lamar, déjà en mars, puisque Meek Mill fait ça en juillet, déjà en mars, Kendrick Lamar parlait de rappeur avec un ghostwriter, sachant qu'il était déjà en froid avec Drake, avec tout ce que je viens de vous citer. C'est évident qu'il parlait de Drake. Et ça montre que beaucoup de gens ont reçu les reference tracks, du coup, que Quentin Miller a posé pour Drake, parce que c'est ces reference tracks qui ont fait que
beaucoup de gens se sont dit, oh mon Dieu, Drake est un ghostwriter, il écrit pas ses sons, machin, alors que Quentin Miller, ça se voit que c'est pas un gars qui écrit des punchlines, qui écrit vraiment les lyrics, etc. C'est un gars qui te donne la vibe de certains sons. Ce que Meryl, par exemple, fait pour Niska, c'est ce que a fait pour un son pour Niska, et ce que, je sais pas, le motif ou Easy Lee ou d'autres gars font. Par exemple, Easy Lee, c'est lui qui a fait la top line de DKR de Booba. Personne ne dit Booba n'écrit pas ses sons en fait. Mais comme il y a eu plusieurs références tracks sur le projet If You Reading This It's Too Late de Drake, de Quentin Miller, les gens ont utilisé ça, c'est la mauvaise foi intellectuelle, c'est l'hypocrisie intellectuelle. Quand quelqu'un est numéro 1, les gens vont utiliser ça pour dire « Ah ben c'est grâce à ton ghostwriter que tu as du buzz, que tu es fort ». Sauf qu'en fait, c'est faux. Et Kendrick Lamar et Meek Mill utilisent cette hypocrisie intellectuelle parce qu'ils savent qu'ils peuvent manipuler le public comme c'est que le public va tomber dedans. La preuve, jusqu'à maintenant, dès que je parle de Drake, on me dit « Ah, Drake a des ghostwriters, etc. etc. » Parce que les gens ne connaissent pas vraiment le catalogue de Drake, ils ne connaissent pas vraiment sa manière de fonctionner, son histoire, tous les témoignages qu'il y a déjà eu sur comment il crée ses sons. Et donc, ils vont tomber dedans, ils ne sont pas informés en fait. Et Drake, Kendrick, Meek Mill et Pusha T, qui sont un peu les némésis de Drake, tu vois, parce qu'en vrai, on va pas se mentir, Meek Mill était jaloux de Drake parce que, frère, sa relation avec Nicki Minaj et le fait que ce soit un très très gros rappeur, alors que Drake a aussi beaucoup aidé Meek Mill. Mais c'est par jalousie qu'ils font ça. Meek Mill, c'est évident que tu es jaloux de Drake. Pusha T n'a aucune raison de détester Drake. Ok, tu es en guerre avec Lil Wayne, mais il est sorti de nulle part. Il a commencé à clasher Drake en 2012. Donc, ils utilisent un peu cette manipulation du public de « Ah, on m'a envoyé des références. » Et c'est malhonnête parce qu'on a envoyé des références track de Drake à Charlemagne the God, qui est un vrai média pour le coup, qui aurait pu diffuser ça, leaker ça. Et il a dit « J'ai reçu les références track, mais c'était pas, je me sentais pas bien en fait. Je me disais ce que je fais là, c'est malhonnête en fait. L'intention n'est pas bonne. Je fais ça juste pour détruire quelqu'un en fait, qui m'a rien fait et je sais que c'est un bon artiste, donc il l'a pas fait. Meek Mill l'a fait et Kendrick Lamar là, il a fait des petites allusions mystiques. Donc en fait, ils voulaient vraiment détruire Drake, mais en tout cas Kendrick Lamar, pour revenir au sujet, avait déjà ces infos-là et lançait déjà ce petit pic à Drake bien avant que tout le public sache qu'il avait un ghostwriter. Enfin, du coup, un ghostwriter qui n'est pas un ghostwriter, mais bon, bref. Et un joueur de NFL qui s'appelle Marcellus Wiley a dit qu'il a assisté à une interview de ces deux artistes, Drake ou Kendrick, il dit pas lequel, qui aurait pu transformer ce clash en un clash aussi énervé que 50 Cent versus Ja Rule, mais que le publiciste, l'attaché presse en tout cas, de cet artiste, on ne sait pas lequel, a empêché l'interview de sortir. C'est-à-dire qu'il y a un artiste qui a dit du sale sur l'autre, Kendrick Lamar ou Drake, je ne sais pas. Il a dit du sale et l'interview n'est pas sortie. Au final, parce que ça aurait vraiment fait exploser le clash. Et c'est grâce à ça que le clash Kendrick Lamar-Drake est resté... Les gens sont au courant, tu vois, les gens savent, les gens qui suivent le game savent, mais les gens ne savent pas qu'il y a un clash entre Kendrick Lamar et Drake. Et depuis cette guerre dont je vous parle, c'est-à-dire depuis Control, qui est sorti en 2013, donc ça fait 7 ans maintenant, un peu plus que 7 ans maintenant, vous n'avez jamais vu Drake et Kendrick Lamar au même endroit. Ni sur une photo, ni dans une story, ni rien. Vous les avez jamais vus ensemble. Bon, après, on voit pas très souvent Kendrick Lamar, donc c'est un petit peu normal aussi. Mais jamais, sachant que Drake habitait très longtemps à Los Angeles, qui est là où Kendrick Lamar habite aussi. Jamais t'as vu les gars ensemble, ils ont jamais refait un son ensemble. Drake n'a jamais retaffé, il me semble, avec quelqu'un de TDI. C'est super chaud. Je crois même Drake SZA, je crois qu'il n'y a jamais eu de son Drake SZA, alors qu'ils sortaient ensemble, comme il l'a dit très récemment dans The Featuring avec 21 Savage. Ils sortaient avec SZA à l'époque, avant qu'il soit connu. Et donc Drake et SZA qui ont eu une relation avant n'ont jamais fait de son ensemble. Je pense vraiment qu'il y a un très gros froid entre TDI et OVO par rapport à cette guerre froide entre Drake et Kendrick Lamar. Et voilà, petit bonus pour finir la vidéo. Il y a un son qui a leaké qui aurait dû être un featuring Kendrick Lamar et Drake. Sur internet, ça s'appelle The Last Nigga, un truc comme ça.
Et je vais vous mettre l'image du son si vous voulez le chercher sur Google. Il n'y a pas le couplet de Drake dessus, mais dedans, on entend Kendrick Lamar dire Drizzy Drake, here you go. C'est-à-dire, c'est ton tour Drizzy Drake, c'est une grosse prod, le son était incroyable. Tell me what the fuck they want from me. Le truc était incroyable, mais ça s'est pas fait. Est-ce que ça s'est pas fait à cause du clash? Est-ce que ça s'est pas fait juste parce que ça s'est pas fait? Mais voilà. Moi, je trouve cette histoire-là vraiment très intéressante parce que Kendrick Lamar, Drake, c'est un peu le Jay-Z Nas de notre génération, sachant que Kendrick Lamar a plus de succès que Nas et Drake, en vrai, a plus de succès que Jay-Z, musicalement, en tout cas dans l'aspect musical, beaucoup plus de number one single, etc., etc., même si Jay-Z et Nas, c'est intouchable, on sait. Mais c'est pour ça que je trouve cette histoire vraiment intéressante et j'espère qu'un jour, ils vont se réconcilier publiquement, refaire un son, parce que franchement, ce serait très dommage. Je trouve qu'on n'a pas encore eu le son Drake, Kendrick Lamar, le vrai son, comme on aurait pu en avoir. De la même façon qu'on a Jay-Z et Drake sur Pancake, et qu'on a Jay-Z et Drake sur Light Up, qu'on a Kendrick Lamar, Jay-Z sur Bitch Don't Kill My Vibe Remix. Je trouve qu'on n'a pas le son séminal vraiment Drake, Kendrick Lamar, donc ça aurait été super cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, ce que vous pensez de ce clash, est-ce que vous étiez au courant, est-ce que vous ne saviez pas, est-ce que vous avez appris des trucs, est-ce que j'ai oublié des trucs, dites-moi tout. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça fait super plaisir et en plus, quand je vais sortir de nouveaux sujets, vous serez les premiers au courant. Suivez-moi sur Instagram, sur Twitter, dites-moi ce que vous avez pensé, il y en a pas mal qui me checkent, qui me disent big up de continuer, donc ça fait plaisir aussi. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, suivez-moi, c'est super important. C'était Specta pour FBI Fucking Baby International, le tour du monde aller-retour. Gone! My black mafia. $500,000 without the FBI. FBI keep bringing them all FBI. Fucking baby Illuminati. DEA and the FBI. Fucking baby, Specta say so.